est-ce que la sous-location est vraiment rentable? Alors, pour comprendre ce que c'est la sous-location, on va faire d'abord un portrait de ce que c'est, pour voir comment ça fonctionne et voir ce que ça peut rapporter. Parce que la sous-location, c'est avant tout de la location. Et donc, ça veut dire que on est investisseur, mais on ne devient pas propriétaire du bien en remboursant un crédit. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux définir, Kevin, ce que c'est la sous-location? Alors, je vais vous expliquer concrètement ce que c'est que la sous-location. Alors, si vous voulez, la sous-location, c'est le principe suivant. Vous allez être mis en relation avec un propriétaire d'appartement et ce propriétaire d'appartement va accepter de vous louer le logement et de vous permettre derrière de sous-louer l'appartement pour dégager un bénéfice. Donc, si vous voulez, c'est simplement le principe de la vente au détail. Je vais louer un appartement dans sa globalité avec un prix mensuel fixe et derrière, je vais sous-louer cet appartement, par exemple en location saisonnière. Il est possible également de le faire en colocation, mais pour ma part, je ne l'ai effectué et je ne l'ai testé que en location saisonnière et je pense que c'est le mode d'exploitation le plus rentable pour effectuer de la sous-location. Donc si vous voulez, en fait, à partir du moment où vous avez payé, où vous payez donc ce fameux loyer, vous allez avoir la possibilité de le sous-louer à la nuitée sur le Booking ou Airbnb et pouvoir dégager à la fin du mois un bénéfice net, une marge entre ce que vous avez perçu et en soustrayant du coup le loyer ainsi que les charges fixes dont vous allez devoir payer pour la gestion de votre bien immobilier, comme les frais de ménage, tout ce qui est produits ménagers, la box pour internet, tout ce qui est énergie, donc gaz, électricité, etc., etc. Mais alors, quel est l'intérêt? Donc, j'ai bien compris, tu n'es pas propriétaire, tu loues un appartement à un propriétaire qui va pouvoir rembourser son crédit grâce au loyer que tu lui payes. Quel est l'intérêt pour toi, sachant que tu seras donc jamais propriétaire, quel est l'intérêt pour toi de prendre un appartement et de le sous-louer? Alors, dans ce mode de location, donc dans la sous-location, on a, comme tout type d'investissement, des avantages et des inconvénients. Dans la sous-location, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir posséder un appartement, dégager du bénéfice sans pour autant être propriétaire et sans pour autant avoir contracté un crédit immobilier auprès de ta banque. C'est-à-dire, prenons l'exemple d'une personne qui est étudiant tout simplement et qui n'a pas forcément de job, qui est simplement à l'école. Donc cette personne ne dispose pas de revenus. Étant donné qu'elle ne dispose pas de revenus, si elle souhaite aller à sa banque pour effectuer un crédit immobilier, il y a 99% de chances qu'il se fasse recaler tout simplement, étant donné qu'il n'a pas de revenus fixes. Il n'a ni CDI ni CDD. À ce moment-là, cette personne, elle pourrait très bien investir dans l'immobilier par le biais de la sous-location, car il n'aura pas besoin à ce moment-là d'avoir l'intermédiaire qui est son banquier. Car il n'aura effectivement pas besoin de faire de prêt immobilier. La seule chose dont il a besoin, c'est de trouver un propriétaire qui accepte de lui louer un appartement pour lui-même le sous-louer derrière. Des inconvénients également par rapport à ce mode d'exploitation, c'est que forcément, étant donné que vous ne contractez pas de crédit immobilier, vous ne faites pas d'amortissement et vous ne capitalisez rien du tout. Car effectivement, vous n'allez pas être propriétaire du logement et donc du coup, les loyers que vous allez payer à votre propriétaire, ceux-ci sont pour lui et derrière, c'est considéré vraiment comme une charge, quoi. Vous n'allez pas pouvoir vous enrichir là-dessus, comparé à un investissement locatif où vous êtes pleinement propriétaire. Si vous effectuez de la location saisonnière, vous allez du coup, dans un premier temps, dégager du bénéfice qu'on pourrait qualifier comme étant du cash flow positif tout simplement, mais derrière vous allez également rembourser votre emprunt et derrière forcément vous avez le cash flow positif plus le remboursement de l'emprunt. En sous-location, vous allez pouvoir dégager votre bénéfice mais il n'y a aucun remboursement étant donné que vous n'avez pas de fait de crédit auprès de votre banque. Donc
si j'ai bien compris, la sous-location permet à un investisseur qui n'est pas solvable du point de vue des conditions des banques, il ne peut pas emprunter, il va pouvoir non pas du coup investir, mais lancer une activité dans l'immobilier, et c'est une activité commerciale, en exploitant des locations saisonnières par exemple. Donc, quand on est investisseur et qu'on achète le bien, on rembourse le crédit, on loue en location saisonnière notre bien. En même temps, on fait du cash flow, on peut dégager un revenu de la location du bien. Et en même temps, on rembourse un crédit, on devient propriétaire d'un appartement ou d'un logement, quel qu'il soit, qu'on peut revendre à terme ou garder et dont on est propriétaire. Donc ça, c'est de l'argent. Quand on fait de la sous-location, on sera jamais propriétaire de l'appartement qu'on loue, mais par contre l'échéance, le montant, au lieu de rembourser un crédit, on rembourse un loyer et on se crée un revenu. Donc là, on est obligé de faire du bénéfice parce que on ne rembourse pas de crédit pour nous, on rembourse le crédit du propriétaire. Donc c'est vraiment pour générer un revenu. Donc je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que soit c'est pour quelqu'un qui débute dans l'investissement, qui veut pas prendre de risques en achetant ou qui n'a pas de crédit bancaire qui lui est accordé, il peut donc démarrer une location d'un appartement pour le sous-louer. Mais je pense que si tu es déjà investisseur, que tu as déjà un certain nombre d'appartements, ce qui est ton cas, ça n'empêche pas de faire de la sous-location en même temps que de l'investissement, dans la mesure où la sous-location, ça te permet de démultiplier tes revenus en location courte durée, sans avoir besoin d'acheter, et donc ça te permet d'avoir des économies d'échelle au niveau de certaines fournitures, parce que tu vas avoir plus d'appartements, et ça te permet d'avoir des revenus supplémentaires, donc indépendamment du fait d'être propriétaire ou pas. Tout à fait. Alors pour ma part, j'ai effectué de la sous-location pour quelque chose de bien précis, étant donné qu'à l'heure actuelle, la banque ne me finance plus pour d'éventuels projets, donc je n'ai plus la possibilité d'avoir des crédits immobiliers à l'heure où je vous parle, où on tourne la vidéo, ce qui fait que du coup, je me suis dirigé vers la sous-location pour continuer mon activité de location saisonnière par ce biais-là. Car encore une fois, étant donné que la sous-location ne nécessite pas de prêt immobilier, donc ne nécessite pas l'intervention d'un banquier dans ce business model, je peux tranquillement continuer mon activité, continuer de m'exponencer tout simplement dans ce domaine-là par le biais de la sous-location. Quelles sont les formalités si tu veux faire la sous-location? Est-ce qu'il suffit de dire tiens, je suis locataire de mon appartement, maintenant plutôt que de résilier mon bail, je m'en vais et je le sous-loue? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors non, il y a quand même des petites subtilités par rapport à la sous-location. Donc il faut savoir dans un premier temps que de manière générale, c'est pas de manière générale, c'est un fait, on n'a pas la possibilité de sous-louer un appartement sans l'accord de son propriétaire. C'est carrément interdit, c'est hors la loi. C'est interdit. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir l'accord de votre propriétaire. Par écrit. Par écrit, parce que comme dit, les écrits restent et puis les paroles s'envolent, donc effectivement, il faut vraiment que ce soit écrit noir sur blanc, que le propriétaire accepte une éventuelle sous-location. Donc, il accepte que vous pouvez dégager du bénéfice de par son appartement. Et pour cela, vous avez des contrats qui sont édités par des avocats fiscalistes spécialisés dans le droit de l'immobilier, des contrats qu'on dispose d'ailleurs pour de la sous-location, qui vous permet justement de légalement sous-louer un appartement via l'intermédiaire d'un propriétaire. Donc c'est un formalisme très particulier parce que ce ne sont pas des contrats de location d'habitation, ce ne sont pas des baux d'habitation, mais des baux de sous-location. Ce sont des baux de sous-location, en fait ce sont des... Parce que du coup on arrive dans une location de type commercial. Tout à fait. Donc ce sera pas des baux de location meublée ou de location classique, c'est vraiment spécifique à la location saisonnière et c'est ce qui fait vraiment la différence entre de la sous-location et de la location basique. Donc ça c'est important de le savoir, les contrats sont disponibles mais le bail classique même avec l'accord du propriétaire ne fonctionne pas, il faut un bail de sous-location, ça c'est très important. Ok, donc le propriétaire est d'accord, tu signes avec lui un bail de sous-location, c'est bon, c'est parti. Maintenant, si ça marche pas,
Tu as un bail, tu es engagé quand même vis-à-vis de ce bail, ou alors quelles sont les conditions pour sortir de ce bail? Parce que si tu sous-loues un appartement et que tu te rends compte que tu perds de l'argent, que tous les mois tu dois payer un loyer mais que tu n'as pas les recettes suffisantes, comment tu fais pour tester ton marché et comment tu fais pour arrêter ce bail s'il n'est pas avantageux pour toi? Alors, dans un premier temps, je pense qu'avant de se lancer dans la sous-location, il faut faire une étude de marché de manière générale dans la location saisonnière. Donc, pour faire une étude de marché, il faudrait peut-être dans un premier temps déjà se rendre sur les plateformes comme Booking et Airbnb et puis regarder quel prix se pratique dans votre ville tout simplement. Car effectivement, les prix vont varier d'une ville à une autre. Il faut vraiment que vous soyez en corrélation avec le prix de votre secteur, donc le prix de votre ville. Une fois que vous avez défini le montant pour chaque appartement qui est pratiqué dans votre région, dans votre ville, vous pouvez à ce moment-là faire une hypothèse et faire un business plan de comment faire pour justement obtenir une sous-location. Donc, quel est le montant maximum que je vais payer ou que je vais pouvoir payer pour un appartement de type T1, quel est le montant pour un appartement de type T2, T3, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il va falloir que vous puissiez définir le montant des charges que vous allez devoir payer mensuellement qui seront du coup afférées à votre logement pour votre activité. Et au minimum, de toute façon, même indépendamment du ménage, parce que malheureusement, il y a des propriétaires qui font le ménage eux-mêmes. Je dis pas des propriétaires, des exploitants de location saisonnière. Faire le ménage soi-même, c'est une mauvaise idée parce qu'on devient esclave de notre investissement, c'est pas l'objectif. Mais admettons qu'il n'y a pas de ménage, il y a de toute façon l'électricité à payer, le chauffage et la box et l'eau. Donc ça, de toute façon, on est obligé de payer. C'est parce que c'est compris dans le prix de la nuitée. Tout à fait. Alors, si tu veux, en fait, pour rentrer plus ou moins dans le détail des charges fixes, on va avoir du coup une box internet parce qu'aujourd'hui, louer un appartement sans internet, c'est mal. Je vous souhaite bonne chance. Ouais. Au-delà de ça, je vous souhaite bonne chance parce que en termes de réservation, je pense que ça va faire mouche dès le départ. Au jour d'aujourd'hui, il est nécessaire car tout le monde est connecté à internet et tout le monde nécessite d'avoir un réseau Wi-Fi. Même si tout le monde a la 4G de manière générale sur son téléphone, quand on est dans un appartement, si vous avez des personnes qui souhaitent y travailler, il leur faut une connexion Internet. Donc la première chose, donc, c'est la box Internet. La deuxième chose, vous allez avoir du coup l'assurance qui n'est donc du coup pas l'assurance propriétaire non occupant puisque vous n'êtes pas propriétaire du logement, donc c'est différent. Il faut souscrire une assurance spécifique qui stipule que vous êtes locataire et que vous effectuez de la sous-location. Donc c'est vraiment une assurance spécifique dédiée à la sous-location. Derrière, vous allez avoir du coup comme charge fixe l'électricité, le gaz, l'un des deux ou les deux en fonction de la typologie de l'appartement. On va avoir des frais de ménage si vous souhaitez du coup déléguer la partie ménage. Il est totalement possible pour le ménage au démarrage de l'activité de le faire soi-même. L'idée étant de se créer un revenu sans forcément effectuer soi-même ces tâches-là. Donc je préfère à titre perso le déléguer. Maintenant, pour démarrer, je sais que certaines personnes, pour faire des économies, ça ne les dérange pas de faire le ménage. Je l'ai fait pour ma part au départ moi-même également, donc je ne vois pas de mal à cela, mais c'est à effectuer sur une petite échelle. Dès lors où vous allez dépasser 4 appartements, ça sera compliqué d'effectuer le ménage par vous-même. Donc, au-delà du ménage, on a vu ensemble du coup la box, on a vu l'assurance, on a vu également les frais de ménage. Vous allez avoir les frais du coup pour les produits ménagers, car il est nécessaire pour les voyageurs de leur mettre à disposition avec un aspirateur et tout ce qu'il faut justement pour qu'ils puissent nettoyer le logement s'il est nécessaire. Vous allez également avoir en termes de charges éventuellement la mensualité à payer par le prestataire de service qui va gérer votre appartement si vous avez un concierge d'appartement qui lui va régler toutes les petites problématiques et les petites bricoles dans votre logement et bien sûr le loyer. Ça, c'est bien sûr, base, hein. Donc indépendamment du taux d'occupation. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sais que tout ça tu le payes mais il n'y a rien pour toi, même pas le remboursement du crédit vu que c'est pas un crédit mais une location. Donc pour tester le marché, donc j'ai bien compris, il faut faire une étude de marché. Ce qui est important, c'est
précisons-le quand même, c'est d'avoir une approche hyper professionnelle. Il suffit pas d'avoir un appartement et de dire allez je le sous-loue sur Airbnb. Comme lorsqu'on est propriétaire, il faut apporter un soin particulier à la décoration, à la propreté, ça c'est non négociable. Et à l'expérience des voyageurs, il faut que les voyageurs se sentent bien et gardent un bon souvenir de leur passage chez vous, parce que sinon ils vont vous donner une mauvaise note, vous dégommer, et donc vous serez sous-locataire d'un appartement qui ne rapportera plus rien. Lorsque vous êtes propriétaire, au moins vous remboursez le crédit, vous pouvez le louer différemment, le mettre en location d'une autre façon. Mais là, quand c'est de la sous-location, il faut que ça soit rentable. Ça peut pas être autrement. On peut pas se permettre de perdre de l'argent. Sinon, on ne fait que payer des charges pour rien. En fait, c'est comme n'importe quel business au final. Parce que si tu regardes, demain, tu ouvres une société dans la rénovation. Faut également que ton travail soit bien fait. Puisque si demain, tu effectues une mauvaise prestation, c'est un mauvais retour client. C'est du bouche à oreille qui sera du coup pas en ta faveur. Ce sera défavorable pour toi. Et à un moment donné, en fait, tu pourras pas perdurer dans le temps, parce que les gens ils vont savoir que ce mec-là c'est pas quelqu'un de fiable, son travail c'est pas quelque chose de correct. Il faut bien comprendre que les clients de manière générale, ils vont tout le temps donner leur avis sur les réseaux sociaux, sur Google. Donc si tu as une page Google, on va te démolir sur les avis Google. Si demain tu fais de la sous-location, de la location saisonnière, si tu es propriétaire de ton appartement, c'est pareil, tu vas avoir une notation qui sera mise en place par ton voyageur, et derrière, forcément, les gens qui vont voir ton annonce et qui vont effectivement voir la notation qui n'est pas très bien notée, ils vont plutôt se rediriger vers un autre appartement, parce que, étant donné qu'il y a eu des mauvaises expériences par les voyageurs précédents, ils se disent je veux pas avoir la même expérience qu'eux, je préfère louer ailleurs. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre dans la location saisonnière, que vous êtes sous-loueur ou que vous soyez pleinement propriétaire, c'est vraiment le retour d'expérience des clients. Vous devez être extrêmement réactif. Si vous avez une problématique lors du séjour, c'est pas un problème, mais par contre, il faut être dans la capacité de solutionner le problème en un temps record. Comment tu fais pour stopper une sous-location? Pour la stopper, si tu dis c'est pas rentable, ou je l'ai fait pendant 5 ans, 10 ans, je veux passer à autre chose, comment tu fais pour stopper ce bail? Je vais partir sur un bail d'1 an avec un préavis de 3 mois. Pourquoi je pars sur un bail de 1 an? C'est simplement que si sur une période de 1 an, je vois que ça ne fonctionne pas, j'arrête la sous-location et je m'en vais pour éventuellement repartir sur autre chose. 1 an, pourquoi 1 an et pas 6 mois ou 2 ans? Étant donné que dans chaque sous-location, à titre perso, j'investis dans tout ce qui est immobilier. Donc, suivant la typologie du bien, pour donc toi, tu loues un appartement et tu loues un appartement vide, et c'est toi qui le meuble, donc tu achètes le mobilier. J'achète le mobilier. C'est un choix personnel. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas les fonds nécessaires, de démarrer une sous-location avec en fait tout simplement un appartement qui est déjà meublé. Alors l'avantage là-dedans, c'est que effectivement vous n'allez pas avoir à dépenser d'argent pour l'achat du mobilier. Mais le désavantage, c'est que du coup, vous n'avez pas la possibilité de décorer l'appartement comme vous le souhaitez de A à Z. Vous allez devoir vous débrouiller en faisant du homestaging au mieux par rapport aux meubles existants. Ouais. Donc, étant donné que pour ma part, j'effectue des thématiques assez précises dans la location saisonnière, il est préférable pour moi d'avoir mon propre mobilier, car avec mon propre mobilier, je peux du coup faire la thématique que je souhaite et comme je le veux, comme je l'entends tout simplement. Mais effectivement, pour une personne qui va démarrer la sous-location, pour reprendre l'exemple d'avant, qui serait éventuellement étudiant, il est judicieux de plutôt partir sur le principe d'avoir un appartement qui est déjà meublé, tout simplement. Mais du coup, que tu vas certainement louer plus cher. Que tu vas pas forcément louer plus cher, parce que je pense que ça dépend de dans quel état se trouve l'appartement. Si demain je devais louer un appartement qui est déjà meublé,
Je jouerais sur le fait de devoir refaire la décoration, sur tout ce qui est revêtement mural de manière générale, justement pour apporter un petit peu de fraîcheur et un peu de décoration, ce qui fait que forcément ça nécessite un petit peu d'argent tout de même, parce qu'on va devoir acheter la peinture, etc. Mais voilà, c'est comme ça que je vois la chose, en tout cas par rapport à ça. Est-ce que tu as un exemple de coût d'aménagement en mobilier par rapport au nombre de pièces? Une pièce, ça coûte tant, en mobilier, 2 pièces, 3 pièces? Alors, je ne vais pas dire forcément pièce par pièce, parce que là, je ne connais pas le montant exactement, mais je peux vous donner un montant global de ce que je dépense de manière générale par appartement. Alors, en général, quand je suis sur un appartement de type T2, voire T3, je suis entre 4000 et 4800 €. Ça dépend vraiment. Les 4000 €, ce sera forcément plutôt pour du T2 et 4800 € plutôt pour du T3. Les 800 € de différence, ça correspond simplement de manière générale à la chambre supplémentaire qui sera mise à disposition, qui comprendra de manière générale un lit, le matelas, une commode et la petite décoration qui va avec. Certaines personnes vont vouloir mettre une télévision dans la chambre, c'est ce que je fais de manière générale, et là il va falloir compter le prix d'une télévision, plus éventuellement un support mural si vous la fixez au mur. Ok. Est-ce que la literie, c'est un point sur lequel tu peux faire des grosses économies? Alors la literie, c'est quelque chose où justement il ne faut pas négliger la qualité, étant donné que les gens viennent pour un court séjour ou un séjour plus ou moins long, il est primordial pour la personne qui vient dans un appartement que son sommeil soit réparateur. En tout cas, quand je voyage personnellement, si je dors mal dans l'appartement, je vais ressentir une certaine frustration et du coup, ça va impacter ma note finale. C'est clair. Et c'est très souvent le cas de par retour d'expérience, tout simplement par rapport aux voyageurs qui séjournent dans mes appartements. J'avais à l'époque un appartement où j'avais un petit peu renié la qualité du matelas et je me suis fait allumer sur les 3 premiers commentaires tout de suite. J'étais obligé d'effacer l'annonce, de racheter un matelas et puis recommencer parce que ça n'allait pas. Et puis après le rachat du nouveau matelas, à ce moment-là, on était bon. Par contre, une petite parenthèse au niveau du couchage, je vous conseille de plutôt partir sur quelque chose de mi-ferme. Ne prenez pas quelque chose de totalement ferme et de totalement mou, parce que vous allez avoir des personnes qui sont plutôt d'un certain ordre et puis d'autres personnes d'un avis différent. Vous prenez l'intermédiaire et du coup, vous avez plus de facilité à satisfaire tout le monde. Malgré que vous allez toujours avoir un client ou un voyageur qui vous dira que bon ben voilà, le matelas il n'a pas trop apprécié. Mais de manière générale, quand vous avez un logement avec de bons matelas, à 90% du temps, vous avez de bons retours à ce niveau-là. Un bon matelas, c'est l'importance du sommier aussi. Hein. J'ai déjà vu, si le sommier est dur, quel que soit le matelas qu'on pose dessus, il va plutôt être mi-dur que mi-ferme ou mi-mou. Et ouais, puis, quand on a un sommier qui est souple, on va être dans une bonne moyenne. Ouais, mi-ferme, je connais pas. Effectivement, c'est ni dur ni mou, c'est mi-mou. C'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux. Bah, je pense que je pense que c'est le meilleur produit parce que justement, vu que t'as beaucoup de personnes qui... Quand c'est trop dur, elles n'aiment pas, mais quand elles roulent c'est trop lourd non plus. Donc du coup, si tu prends un intermédiaire, t'as plus de chances de satisfaire la personne qui aime bien mou et la personne qui aime quand c'est plutôt un petit peu plus dur, quoi. Tout à fait, c'est vraiment important, une bonne literie, ça c'est la partie la plus importante parce que dans un logement dans lequel on voyage, on passe plus de temps à dormir que faire autre chose dans le logement. Et si on dort mal, il m'est arrivé de mal dormir parce que en photo, la literie était magnifique, en termes de déco c'était joli, mais quand on s'asseyait dedans, on s'enfonçait, on touchait presque le sol tellement c'était mou et c'était vraiment très désagréable. Donc la sous-location est un moyen de faire de la location courte durée, ou location saisonnière, c'est la même chose. Ou colocation. Ou colocation, mais la colocation est moins rentable, bien sûr c'est possible, mais la colocation étant moins rentable que la location saisonnière,
C'est vraiment des calculs à faire, mais ça permet de démarrer, notamment pour quelqu'un qui n'a pas de moyens d'emprunter, et de se lancer dans l'immobilier et s'acheter une conduite auprès du banquier qui va voir que, bien que vous ne soyez pas propriétaire, vous avez des revenus réguliers, vous savez maîtriser l'exploitation de la location saisonnière, et du coup vous devenez bankable, vous devenez un futur client crédit pour votre banquier, et ça c'est tout à fait positif.